10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la Télé-École, le rendez-vous du donner et du recevoir dans lequel vous aviez un partage en expérience, en rencontre et aussi en renforcement de culture générale, car oui, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Alors aujourd'hui, nous allions débattre sur deux rubriques, à savoir la rubrique tech et la rubrique culture, le développement des titres et la découverte des invités. C'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, nous allions aujourd'hui commencer avec la rubrique tech dans laquelle nous allions discuter comme thème de l'essor de l'intelligence artificielle et les controverses de ChatGPT. Et nous avions aujourd'hui comme invité sur le plateau cher Ahmed Tidiane, qui est développeur en intelligence artificielle et cofondateur de Summer Coach. Bonjour cher Ahmed. Bonjour Maya, j'espère que vous allez bien aussi. Merci aussi d'avoir accepté à l'invitation. Aussi. Alors aujourd'hui, avec le développement de la technologie, nous voyons qu'il y a de nouveaux domaines qui sont là et qui sont quand même méconnus, je vais dire, des jeunes Sénégalais. Et aujourd'hui, nous allions parler de cette intelligence artificielle qui fait parler de son nom. Alors, vous êtes développeur en intelligence artificielle, vous êtes spécialiste en cela. Ouais. Tout d'abord, si vous pouviez rappeler le contexte et aussi nous définir ce que c'est exactement l'intelligence artificielle. Bon, oui, en fait, il faut être conscient que l'intelligence artificielle a eu un essor, en fait, ces derniers temps-ci avec l'arrivée de ChatGPT. Et beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle se limite à ChatGPT, à des robots et autres. Mais en fait, l'intelligence artificielle, ma définition préférée, c'est que c'est juste toute technologie qui permet de résoudre des problèmes qu'on aurait pu réserver à l'intelligence humaine. Ça veut dire, par exemple, comprendre le langage, apprendre, conduire une voiture, reconnaître des personnes, reconnaître des images et tant d'autres. Du coup, en fait, en résumé, c'est ça, en fait, c'est à ça que c'est défini l'intelligence artificielle. Juste des systèmes qui sont capables de faire des choses qu'on aurait pu réserver à l'intelligence humaine. Et donc, ça me permet de résoudre des problèmes vraiment complexes et ainsi, en fait, améliorer la productivité, l'innovation et beaucoup de choses dans la société. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que les gens pensent que l'intelligence artificielle se limite à ChatGPT. Donc, quels sont les principaux domaines, en fait, de l'intelligence artificielle pour que les gens puissent mieux comprendre? Ouais, l'intelligence artificielle ne se limite pas à ChatGPT. Déjà, en fait, les principaux domaines, on peut parler du machine learning. En fait, le machine learning, c'est juste une technologie, en fait, un domaine qui permet, en fait, d'apprendre à une machine à apprendre, en fait, apprendre une machine à apprendre. Par exemple, si on prend, en fait, dans tous nos mails, il y a des filtres de spam. Et ça, c'est des systèmes c'est des modèles de machine learning qui ont pu comprendre c'est quoi un mail qui n'est pas un spam et un mail qui est un spam. Et en fonction de ça, il faut classer les mails, dans notre boîte mail en spam ou non spam. C'est juste des machines qui sont capables d'apprendre et ainsi de donner des résultats. Et ça s'applique à plusieurs domaines, autres domaines aussi. Et à part ça aussi, nous avons le computer vision, qui est la vision par ordinateur. Donc, en fait, c'est juste, en fait, des systèmes qui sont capables de reconnaître des images, des objets, des personnes. Et on voit ça plus dans la sécurité, par exemple, des systèmes qui peuvent reconnaître des gens qui sont suspects ou pas, qui peuvent reconnaître, même dans nos téléphones. Oui, la reconnaissance faciale déjà. Ouais. En fait, c'est plus proche que nous le croyons. En fait, il y a la reconnaissance faciale. En fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous utilisons le computer vision aussi. À part ça aussi, nous avons le NLP, Natural Language Processing. C'est juste des systèmes qui sont capables de comprendre le langage. Et bon, et c'est de ça que on peut tirer le ChatGPT. Parce que ChatGPT, en fait, c'est basé sur GPT, qui est un Generative Pre-trained Transformer, qui est un modèle de langage qui a été entraîné sur des milliers et des milliers de textes. Et ainsi, il comprend le langage et arrive à prédire, en fait, le mot prochain en prenant en compte le contexte et autres. Et ainsi, en fait, il comprend le langage et permet de générer beaucoup de textes en fonction des prompts. Ça veut dire des questions qu'on lui pose. Et à part ça aussi, machine learning, le computer vision, le natural language processing. Il y a aussi la robotique. En fait, la robotique, c'est juste la mécanique qu'on associe à
à l'intelligence artificielle. C'est juste des robots qui sont dotés de systèmes d'intelligence artificielle et qui peuvent bouger en même temps, en fait, et en même temps reconnaître des choses, en même temps classifier des choses et faire des actions qui peuvent, des actions qu'on aurait pu réserver à l'intelligence humaine, en fait, parler, comprendre, donc, éviter des obstacles et tant d'autres. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, on déléguait nos tâches à des machines. Ouais. Des machines, des systèmes de programmation, des applications et autres. Et donc, à part ChatGPT, donc ChatGPT, en fait, c'est vraiment une application, en fait. Ouais. Donc, à part ChatGPT, est-ce qu'il y a aussi d'autres applications qui font la même chose qu'elle, ou d'autres applications qui sont aussi spécifiques pour telle ou telle chose? Ouais, en fait, déjà à part ChatGPT, il y a Gemini AI, on peut dire que c'est le LLM, Large Language Model, que je disais, que sur lequel est basé ChatGPT de Google. Il y a aussi Microsoft Copilot, qui est aussi un chatbot. Il y en a beaucoup. En fait, tous les grandes firmes sont en train de développer des chatbots qui sont capables de faire ce que ChatGPT est en train de faire. Il y a aussi Facebook avec Llama et autres. Mais en fait, bon, sur les domaines et même on dit qu'il y a beaucoup de technologies qui sont plus performantes que ChatGPT, parce que ChatGPT est plus facile d'accès. Par exemple, pour nous les développeurs, en fait, on a accès à des modèles comme Llama, à d'autres modèles, en fait, qui ne sont pas connus, en fait, du grand public, qu'on peut utiliser pour spécialiser ça dans beaucoup de domaines. Créer des chatbots qu'on a spécialisés avec, par exemple, les données du droit du Sénégal, et peut répondre à des questions, en fait, concernant tout ce qui est démocratie et autres, et tout du genre. Donc, ça se limite pas à ChatGPT. C'est vraiment, c'est très vaste. C'est très vaste. On appelle ça les génératifs IA, c'est les IA génératifs. Les IA qui sont capables de générer, en fait, du texte, des images, des vidéos. On a vu ça aussi, des IA qui génèrent des textes, des vidéos et tant d'autres. D'accord. Alors, vous êtes développeur. Ouais. Et dans le domaine du développement web, je vais dire, il est question d'apprendre des codages que vous alliez écrire de A à Z pour mettre en place un site web ou, je pense, une application mobile. Alors, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, ChatGPT est capable de générer un code complet, par exemple, pour un site de vente? Est-ce que c'est vraiment fiable? Bon, s'il est capable de générer, en fait, il faut savoir que ChatGPT, il va générer. Même s'il ne sait pas ce dont on parle, il va générer, en fait. Donc, il est carrément capable de générer, en fait, du code, bon, qui peut être peut-être utilisable, mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, avant, c'est nous, on codait et on débuguait nos codes, on était là à chercher des erreurs. Et maintenant, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on part chez ChatGPT, il nous donne du code et on essaie de débugger son code, en fait. On passe des heures à essayer de trouver les erreurs. Quelles sont les erreurs que ChatGPT a fait. Parce qu'en fait, bon, c'est rare de générer du code avec ChatGPT, surtout GPT 3.5, qui est gratuit. Avec GPT-4, à Skip, c'est mieux. Mais moi, j'ai pas d'argent, donc, j'ai pas GPT-4. Mais avec GPT 3.5, en fait, quand on génère du code, principalement, la plupart du temps, c'est pas du code, en fait, c'est pas du code qui va marcher dès le premier coup. Il faudra quelques retouches pour que ça marche. Et donc, en fait, il y a aussi des systèmes, en fait, qu'on appelle du prompt engineering. C'est juste, en fait, des gens, en fait, qui savent comment discuter avec ChatGPT. Quelles sont les questions qu'il faut poser et comment il faut le poser. Et ces gens-là ont une meilleure, en fait, pourront peut-être générer de meilleurs codes, de meilleurs textes, ainsi avoir de meilleurs résultats avec ChatGPT. Mais concernant le code, moi, j'ai déjà fait, mais j'ai arrêté, j'essaie plus de générer des codes avec ChatGPT. Parce qu'il y a toujours des rectifications qui sont là. Ouais. Mais ça peut t'assister quand même si tu oublies des choses qui sont simples et tout du genre. Il peut te donner des insights, fais ça. Il peut te donner des codes qui peuvent te mettre sur la ligne droite et ainsi d'autres. Mais carrément générer du code et que ça marche avec un site web et avec ou une application mobile, en fait, je pense pas qu'on est encore dans à ce stade. À ce stade, oui. Ouais. Alors, quel est votre avis sur l'évolution de ChatGPT et aussi son impact aujourd'hui sur la communication en ligne? Bon, déjà sur l'évolution, ChatGPT est en train d'évoluer à une vitesse qui est vraiment rapide. On a vu que maintenant il y a GPT-4 qui est sorti, il y a GPT-4 avec des points, j'ai même pas capté ça. Il y a, en fait, et c'est des systèmes qui sont vraiment performants. Par exemple, avec GPT-4, on arrive à prendre des documents
donner ça à GPT-4 et il peut extraire en fait les informations dont on a besoin. Donc en fait, on parle plus de juste générer des textes. Il fait des tâches carrément en fait. Là, c'est carrément Il des fait des tâches, corrections. ouais, Ouais. il fait des corrections. Il part chercher des infos dans les sites web, amener ça en fait. Et nous les développeurs, bon, on bénéficie plus de ça parce qu'on a les outils avec Python pour essayer de prendre ChatGPT carrément, utiliser des librairies comme LangChain et essayer de faire de l'extraction sur des documents, de D'accord. l'extraction des sites web, essayer de créer des agents qui sont capables de faire telle chose ou telle chose. Et tout ça, ça se base en fait sur GPT et le système sur lequel est monté ChatGPT. Donc en fait, c'est carrément en évolution rapide. Mais maintenant, quand on parle de la communication en ligne, déjà pour moi, ChatGPT a un peu révolutionné la communication en ligne parce maintenant on a accès à l'information en temps réel et c'est interactif avec une interface utilisateur qui est conviviale et autres. Mais en fait, il y a beaucoup sur la communication en ligne, par exemple, concernant ceux qui écrivent des articles et des blogs. Maintenant, en fait, avec ChatGPT, tout le monde peut écrire des articles. D'accord. Tout le monde peut écrire des blogs. Parce que si tu demandes à ChatGPT, je veux un article sur ça, même si c'est des mensonges, il va écrire du texte qui est tellement convaincant, en fait, et que tu pourras copier et coller et dire que t'as fait ton article ou t'as fait ton blog et autres. Et la plupart du temps, ça amène aussi des problèmes de plagiat et de droit d'auteur. Parce qu'il faut savoir que ChatGPT est entraîné sur des données, en fait, qui sont dans le net. Et quand ChatGPT va prendre des phrases dans un article que Mbaye peut-être a écrit, il ne dira pas que c'est toi qui l'as écrit, il va dire, ouais, il va générer ça. Il va directement amener Ouais, le il va texte. directement amener le texte. Et toi, maintenant, en fait, tu peux prendre ce texte-là et l'utiliser. Alors, c'est un texte qui est peut-être privé. C'est pas ton, c'est pas Et ta puis, en parlant de plagiat, les étudiants qui doivent écrire leur mémoire, ou les jeunes élèves maintenant aussi qui possèdent des portables très tôt, qui sont, on va dire, paresseux de faire les exercices, utilisent ChatGPT. Donc là, il y aura carrément un problème par rapport à cela. Ouais. En fait, là, je pense que c'est là que rentre la responsabilité des utilisateurs. Parce que même si les développeurs ont des responsabilités à prendre en charge, ça a dû réglementer ça, des normes éthiques et sociales. En fait, les utilisateurs aussi doivent être responsables de ce qu'ils font dans ChatGPT. Parce que par exemple, une personne qui est en classe de terminale, qui demande à ChatGPT de lui donner des dissertations philosophiques et autres, bon, peut-être qu'il va avoir une bonne note, je ne sais pas, sur l'exercice et autres, mais il n'a pas de connaissances. Et je pense que c'est ça le plus important, les compétences. Parce que moi, par exemple, aussi dans le code, quand ChatGPT te génère beaucoup de code, finalement, tu deviens paresseux, tu deviens incompétent. Je pense que on peut les élèves et les étudiants, on peut utiliser ChatGPT autrement. Par exemple, moi qui est en train d'apprendre l'IA et je suis autodidacte, en fait, ChatGPT me permet de comprendre des systèmes qui sont complexes. Et il peut m'utiliser ça comme si j'étais âgé de 10 ans, comme tout le monde le dit. Explique-moi ça comme si j'étais âgé de 10 ans, comme si j'étais âgé de 5 ans. Et il prend des exemples qui sont vraiment simples pour m'expliquer des thèmes qui sont complexes. Et ça me permet de comprendre, en fait, carrément tout ce qui se passe. Et je pense que, il peut aussi générer des devoirs, des exercices pour s'entraîner. Donc, je vous dis qu'en fait, les élèves et les étudiants doivent utiliser ChatGPT en ce sens, au lieu de générer des textes, des dissertations, au lieu de donner à ChatGPT leurs exos et autres. D'accord. Et en revenant sur la communication en ligne aussi, vous aviez dit qu'on peut être interactif et être informé en temps réel sur ce qui se passe dans le monde. Mais allons-y du côté de la photographie. Avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de modifications très faciles qui peuvent se faire. Ne serait-ce par exemple, vous prenez une photo d'une personne qui n'a pas ouvert ses dents, qui ne sourit pas, et vous le manipulez en sorte que la personne elle sourit, ou de faire en sorte, par exemple, qu'ici la personne elle avait porté un boubou, elle se retrouve là-bas en portant une chemise. Finalement, l'intelligence artificielle, d'un côté, c'est très bénéfique, mais elle a aussi des inconvénients. Donc, ces inconvénients dans le domaine de la photographie, elle atteint à la vie privée des gens, ou même à des personnes célèbres ou politiques. Et qu'en dites-vous de cela? Bon, je pense qu'en fait, par exemple, moi je vous dis qu'en fait, c'est des gens qui génèrent ces photos-là, mais au finish, on taxe l'intelligence artificielle. Comme je disais, au fait, il y a la responsabilité des développeurs. Les développeurs doivent développer des IA qui sont responsables, des IA qui prennent les enjeux éthiques. Mais en fait, mais c'était pas aussi évident au début. Maintenant, ils sont dans cette ligne-là, en fait, de développer des IA qui sont responsables. Mais au début, c'était pas dans cette éthique. Comme tu le dis, on a vu des photos, par exemple,
l'exemple le plus aberrant, c'était avec le pape, qu'on avait habillé Oui. en mode truc et tout ça. Et franchement, c'était pas du tout beau à voir. Et donc, en fait, les développeurs, par exemple, doivent créer des IA responsables, c'est-à-dire des IA qui sont réglementées, des IA qui prennent en compte, en fait, les problèmes éthiques et sociaux de la société. Parce que, par exemple, en fait, bon, déjà, en fait, le plus grand problème, c'est l'opacité algorithmique. Quand on parle d'opacité algorithmique, c'est carrément, en fait, que les systèmes sur lesquels est développé ChatGPT et d'autres systèmes de ce genre, c'est tellement profond, en fait, c'est tellement complexe. Du coup, en fait, quand il y a un biais, des fois, on n'arrive même pas à comprendre si ce biais-là, c'est sur les données sur lesquelles l'IA a été entraînée, ou c'est sur les développeurs, ou en fait, c'est sur la personne qui a généré. En fait, on n'arrive même pas à comprendre Tout est exactement, en fait. confondu, au fait. Ouais. Parce que ça fait même du deep learning. Tellement c'est profond, en fait. C'est carrément complexe. Même nous, les développeurs, en fait, on n'arrive pas à comprendre à 100%, en fait, ce qui se passe. Donc, on va dire que l'intelligence artificielle est un outil qui a été créé, mais qui risque de surpasser l'homme. D'un Ça, côté, non, je pense pas. parce que si vous dites aussi que, bon, c'est vrai que ces genres d'outils doivent prendre en compte l'éthique et aussi les traditions sociétales et autres, mais vous ne pensiez pas que si une intelligence artificielle prend en compte l'éthique, cela reviendrait à ce qu'elle ait des émotions, parce que à ce niveau, en fait, elle ne sera plus objective, elle sera subjective. Et normalement, tout ce qui est application, système de programmation, outils ou robots, tout ce qui est robot-machine, devrait être neutre. Du coup, on est là en train de se dire que, en voulant trop se protéger, en voulant trop respecter les choses, on risque de faire déraper les choses quand même. Vous ne pensiez pas que ce serait un risque d'intégrer ces notions éthiques et comment dire, en tout cas subjectives, hein, je vais dire, dans l'intelligence artificielle? Bon, moi, personnellement, je pense que, en fait, moi, personnellement, mon avis personnel, en fait, mon avis carrément, en fait, c'est que c'est les gens, en fait, qui font des choses avec l'IA. Parce que l'IA fait des choses qui sont extrêmement importantes sur la santé et l'agriculture. L'IA aide beaucoup de personnes. ChatGPT aussi aide beaucoup de personnes dans la productivité et autres. Mais en fait, s'il y a des gens qui l'utilisent, en fait, dans le mauvais sens, en fait, je me dis que c'est ces gens-là, en fait. Je me dis même qu'en fait, ces réglementations-là peuvent limiter, en fait, l'IA, peuvent limiter, en fait, comment ça pouvait aller et tant d'autres. Du coup, en fait, moi, je me dis que il faut juste une sensibilisation des utilisateurs. Et ça, c'est carrément mon avis personnel. Je me dis qu'en fait, l'IA, il doit pas y avoir de réglementation. On doit laisser l'IA, en fait, aller là où il doit aller et voir tout ce qu'il peut faire. Mais pas essayer de le limiter ou le réglementer et tant d'autres. D'accord. Alors, espérons que ces personnes mal intentionnées arrêteront un jour. Alors, comment est-ce que les biais et les limites de ChatGPT peuvent-ils affecter la qualité et la pertinence de ces réponses? Ouais. Par exemple, en fait, les biais, le principal biais, en fait, c'est le biais des données. Parce que, par exemple, ChatGPT, en fait, reflète ce qui est dans les données. Parce qu'il a appris sur les données. Si, par exemple, ces temps passés, on disait que ChatGPT faisait de la discrimination raciale et tout ça. Si ChatGPT a vu sur le net en fait, des écrits sur des trucs qui sont racistes et autres, donc il peut refléter aussi. Et ces biais-là aussi, il y a aussi le biais de l'incapacité de ChatGPT à comprendre le contexte. Et c'est carrément un grand problème. C'est ça même qui a amené un nouveau travail qui s'appelle le prompt engineering dont je parlais. C'est des gens qui sont capables de poser des questions, de telle sorte de mettre ChatGPT dans le contexte et ainsi d'avoir les meilleures réponses. D'accord. Et on dit aussi que ChatGPT est vraiment nul en maths. Ça, c'est vrai, il est nul et il est vraiment nul en maths. J'espère que les élèves et étudiants nous entendent très bien. Ouais, il est très nul en maths. Il n'est pas du tout bon en maths. Ça, c'est sûr, ça, tout le monde l'a prouvé. En GPT 3.5, ceux qui utilisent la version gratuite. Mais est-ce qu'avec GPT 4, il y a une meilleure amélioration? Mais toujours, c'est pas ça. Mais ChatGPT est nul en maths. ChatGPT ne comprend pas le contexte. ChatGPT aussi peut donner des informations qui sont fausses et donner ça de façon tellement cohérent en fait que ça peut convaincre les gens. Y croire. Ouais, des informations en fait, de la manipulation. On peut faire ça avec ChatGPT. Il peut créer des personnages, créer des gens fictifs. Il y a beaucoup de choses.
En fait, la plupart du temps, ils génèrent pas du texte qui est original. Ils génèrent des textes, comme je disais, plagiés, qu'il a pris d'autre part. Même cette interprétation, on avait entendu que GitHub, en fait, une entreprise qui fait de l'hébergement de code, qui portait plainte OpenAI parce qu'ils disent qu'ils ont utilisé leur code pour entraîner leur modèle. Aïe. Ouais, parce que Donc là, il va y avoir des ChatGPT problèmes. ne crée pas de code carrément. Par exemple, tu demandes un code, il peut regarder dans le site d'une autre personne, dans le code d'une autre personne, regarde ça et te donne ça, en fait. Et ça, c'est du C'est plagiat. incroyable, C'est quand même. en fait, c'est incroyable. Il y avait carrément beaucoup de problèmes ces temps passés là avec OpenAI et GitHub qui portent plainte et tout ça. D'accord. Ouais. Alors, quels sont d'après vous les risques potentiels d'abus ou de manipulation encore liés à l'utilisation de ChatGPT dans les contextes sociaux et commerciaux? Commerciaux, je pense que l'exemple là que vous veniez de donner, c'est déjà là une guerre entre deux entreprises. Ouais, c'est ça. Mais dans le contexte social, quand même, aussi, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui au lieu de parler à des vraies personnes, se parlent à ChatGPT toute la journée ou parlent à des IA dans Snapchat. Oui. Voilà, en parlant aussi de Snapchat, il y a une intelligence artificielle qui est présente, qui s'appelle MyAI, et qui, elle aussi, comparée à ChatGPT, MyAI, on dirait qu'elle a des émotions. Elle te demande comment tu vas. Et même après t'avoir donné la réponse, elle te dit, n'hésite pas à me recontacter. Genre, elle est très empathique comparée à ChatGPT. Donc, pourquoi cette différence, ou c'est par rapport au milieu où elle se trouve? Je pense qu'en fait, cette différence est due, en fait, c'est comme, je me dis que MyAI, c'est un ChatGPT qu'on a restreint à tout ça, à l'empathie, à la discussion et tout ça. Du coup, donc, il devient plus fort sur ça. Par exemple, ChatGPT aussi, il fait ça, mais il fait tout en même temps. Il donne des codes, il donne des poèmes, il part en tout cas dans tous les sens. Mais avec MyAI, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un focus. C'est un focus sur seulement, en fait, les données, le truc d'émotion, le truc d'empathie, sur la discussion, en fait, parler avec des gens et garder plus de gens. En fait, le but de MyAI, c'est juste de garder les gens dans Snapchat. C'est ça leur but, garder les gens dans leur application. Même pas dans leur application, mais vous pensiez pas que cette IA là, la MyAI sur Snapchat, faire en sorte que les personnes introverties vont décider au fait de se garder au fait vraiment dans cet espace et vont se dire que j'ai un ami virtuel qui vont considérer comme un vrai ami, mais il dit ce que je veux entendre, tandis que la société me dit ça, donc finalement, est-ce que ça va pas faire en sorte que ces personnes seront beaucoup plus closes dans leur cocon et ne voudront pas interagir avec les membres de la société? C'est exactement ça. Parce qu'en fait, l'IA, en fait, tu peux discuter avec l'IA, il répond en temps réel. C'est pas comme des personnes qui envoient un message, ils attendent des heures avant de répondre, tout ça. Il te dit pas la vérité, il te dit juste ce que tu vas entendre. Il te dit, ouais, tu es bien réveillé aujourd'hui tu es beau, aujourd'hui tu es nanana, en fait. Du coup, on peut se sentir à l'aise à parler avec l'IA. Mais, en fait, des fois aussi, il fait des choses qui ne sont pas, parce que j'ai entendu un IA qui a poussé une personne à la suicide. Un chatbot qui a poussé une personne à la suicide. Bon? Avec juste des discussions, il lui disait non, il faisait carrément le contraire de l'empathie et tout ça. Il disait non, tu n'es pas ni, tu n'es pas bon, en quelque sorte, il lui poussait à faire mieux, en fait, mais ça a poussé la personne à se suicider. Et c'est ce genre de choses-là, en fait, pour lesquelles on doit pas s'abattre sur l'IA, en fait, pour des discussions, pour l'empathie, pour tout ce qui est émotionnel, bon. Peut-être des conseils. Ouais, juste des conseils et de l'accès à l'information, de l'apprentissage, mais pas, en fait, des discussions pour se sentir aimé, pour se sentir entendu et tant d'autres. En tout cas, et par-dessus cela, en quoi l'éducation et la sensibilisation du public sont-elles importantes pour une utilisation responsable de ChatGPT et d'autres technologies similaires et aussi pour protéger les enfants? Ouais, en fait, la sensibilisation à la formation des utilisateurs est très importante. Comme je le disais, en fait, c'est la responsabilité des utilisateurs. Parce que, par exemple, les gens doivent comprendre que ce que tu dis à ChatGPT reste là-bas, en fait. Et ils ont ces données-là. Donc, tu dois pas tout divulguer, en fait. Parce que on sait pas, ils disent qu'ils vont utiliser ces données-là pour entraîner encore leur modèle, patati patata. Mais on sait qu'il y a Microsoft qui est derrière et ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Donc, en fait, il faut que ça amène de l'argent. Au moins, avec la version payante, on s'est dit que, ok, donc le business model, c'est pas nous.
c'est la version payante qui est le business model. Parce que sinon, en fait, le business model, ça aurait été nous, nos données. D'accord. Mais on n'est pas toujours sûr qu'en fait, l'IA, l'IA, par exemple, n'utilise pas nos données à d'autres fins qu'on ne sache pas. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, des systèmes d'IA ont contribué à des élections et tant d'autres, à manipuler des gens sur les réseaux et à tant d'autres. Donc, en fait, les gens doivent être conscients, en fait, des problèmes de sécurité de données, des problèmes éthiques et tout ça qui sont liés à l'IA et comment, en fait, et où, et dans quelles circonstances il faut utiliser l'IA, ce qu'il faut dire à l'IA et ce qu'il ne faut pas dire à l'IA. Parce que sinon, en fait, ça part dans tous les sens et nos données Et sont quand il carrément s'agit enlevées. de données, il faut être très délicat. Ouais. Par exemple, si on se connecte sur notre compte Facebook, Instagram ou TikTok ou même Snapchat, on te demande ton identifiant et ton mot de passe. Mais la personne qui te demande ton mot de passe, elle le voit derrière, avec l'interface et tout. Ouais. Du coup, dès qu'il y a ça, il ne faut même pas, je dirais, entre parenthèses, qu'il ne faut pas croire à cette fameuse protection d'utilisation de données personnelles. Magique, Voilà. voilà. Parce que aussi, on constate que si par exemple tu pars sur Google, tu dis que par exemple je recherche des Lacoste, automatiquement tu entres sur Facebook, tu vas avoir des avis, Ouais. des gens vendre des Lacoste, des entreprises, tu entres sur Instagram, tu vas aussi voir ça, tu entres sur YouTube, tu vas avoir des publicités sur ça. Alors de ce fait, en fait, on est en train de se questionner et aussi de se dire que quand tout est gratuit, les réseaux sociaux et tout, quand c'est gratuit, c'est parce que nous sommes le produit. Ouais. Donc de faire attention et de toujours penser loin vers l'horizon. Exactement. Alors, Exactement ça. ChatGPT, l'intelligence artificielle a des inconvénients et aussi il faut être prudent là-dessus. Mais quelles sont en fait les opportunités que représente l'intégration de l'IA dans notre quotidien et aussi ses défis? L'intégration, les opportunités que représente l'intégration de l'IA. Déjà, en fait, il y a, dans l'innovation, en fait, on peut beaucoup innover, créer beaucoup de choses qui peuvent résoudre des problèmes qu'on n'aurait jamais cru résoudre, en fait. Surtout dans la santé. En fait, par exemple, dans la santé, on peut diagnostiquer des maladies avec l'IA, diagnostiquer des maladies très tôt. J'ai une amie qui travaille sur un projet, en fait, avec le paludisme. Essayer de diagnostiquer le paludisme très tôt avec un microscope et voir des cellules et essayer de savoir si cette personne est atteinte de paludisme très tôt. Il y a aussi des systèmes qui peuvent aider les agriculteurs, en fait, dans l'irrigation, par exemple, Tolbi, qui est un de nos anciens à l'ESP, Québec, en fait, qui développe un système qui est capable de reconnaître, de voir, en fait, le champ et de savoir quelles sont les zones où il y a des besoins en eau, où il y a un manque en eau, et ainsi, en fait, faire des appels aux cultivateurs pour qu'ils aient Et tout ça en fait à distance. tout ça à distance, en fait, avec juste des images satellites et applications mobiles. L'agriculteur peut savoir en temps réel quel est l'espace où il y a manque d'eau, où il y a besoin d'eau, quelles sont les plantes qui sont malades, quelles sont les plantes qui ont besoin d'herbicides. Et tant d'autres, en fait, ça résout beaucoup de problèmes qu'on n'aurait jamais cru résoudre. D'accord. Et dans beaucoup de domaines, aussi dans la sécurité aussi. Moi-même, j'ai eu à travailler, à faire un stage à Sonatel avec la direction de flotte. On peut détecter des fraudes avec des systèmes IA, détecter des fraudes en temps réel, des données qui arrivent, on détecte des fraudes et on les classifie, on fait des études, on essaie de voir c'est quoi ces fraudes et tant d'autres. Et dans la finance, en fait, l'IA révolutionne beaucoup de choses et résout beaucoup de problèmes. En plus, en fait, de plus en plus, ça améliore la productivité. Avec l'IA, en fait, on fait des choses le plus rapidement possible, ce qui nous permet de faire le plus de choses. C'est pas, on va utiliser l'IA. Ce qu'on faisait en 1 heure de temps, on le fait en 10 minutes et on passe se coucher, en fait. Ce qu'on faisait en 1 heure de temps, si on le fait en 10 minutes, il faut utiliser le reste du temps pour faire le maximum de choses possibles. C'est à ça que nous sert l'IA. C'est dans ce sens-là qu'on parle de productivité avec l'IA. Il y a aussi l'accès à l'information. L'IA nous facilite l'accès à l'information avec des chatbots comme je le disais tantôt. Par exemple, moi, je participe à un hackathon qui aura lieu le 20, où je dois développer un chatbot qui répond à des questions sur tout ce qui est dans la démocratie. Par exemple, c'est un chatbot qui a donné des données de code de la famille, code constitutionnel et tout ça. Et ce chatbot est capable de comprendre, en fait, ces données-là et de répondre en temps réel aux questions des utilisateurs, sur tout ce qui est lié au droit et à la démocratie au Sénégal. Par exemple, c'est ces use cases-là, en fait, qui sont vraiment importantes, dans lesquelles, en fait, l'IA peut intervenir. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est que cette intelligence artificielle qui est mise en place, elle doit d'abord être fournie en information pour pouvoir commencer son travail.
Par exemple, cette fameuse IA que vous êtes en train de mettre en place, Ouais. si vous l'aviez pas fournie au préalable en code de la famille et autres pour qu'elle en prenne connaissance, Ouais. elle ne pourrait pas y répondre. Ouais. Parce que par exemple, les modèles, en fait, parce que nous, on n'arrive pas à créer des large language models. On n'a pas des machines qui sont capables de faire ça, même s'il y a le PTN qui est là. Et on a une collaboration avec Gaussian AI, peut-être que ça va s'améliorer. Donc, nous, en fait, on utilise des modèles qui sont déjà entraînés, Déjà. pré-entraînés, en fait. On essaie de faire du fine-tuning, on essaie de faire du RAG, c'est-à-dire du Retrieval Augmented Generation. On essaie de donner, en fait, à ces modèles-là des données et ils pourront ainsi extraire des infos là-dessus parce qu'ils peuvent comprendre le langage, ils pourront lire, en fait, le document et sortir les informations dont on a besoin. C'est carrément, en fait, ce que je fais avec, mais c'est pas carrément, on crée un modèle de départ. C'est juste, on utilise des modèles qui sont déjà créés, qu'on est spécialiste sur des domaines spécifiques, dans lesquels on a besoin de ces domaines. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des jeunes ici au Sénégal qui sont quand même en train de construire, de mettre en place en tout cas le matériel qu'il faut? Ouais, en fait, je pense que Ou est-ce que c'est dans leur corde? je pense pas que c'est des jeunes qui peuvent mettre en place ça, parce que ça demande quand même beaucoup d'argent. Mais j'ai vu qu'il y a, en fait, avec la machine là qui est venue avec le PTN à Diamniadio, l'espace numérique, bon, parce que ça va être rendu, en fait, public pour tous ceux qui ont besoin, en fait, de la puissance de ces machines-là, de l'utiliser. Mais à part ça, en fait, au Sénégal ici, en tout ce qui concerne l'IA, Gaussian IA joue un rôle qui est vraiment fondamental. Moi, c'est là-bas que j'ai intégré l'IA, c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. C'est une communauté, là-bas aussi, je suis vice-président du programme des ambassadeurs. Et ce programme, c'est juste un programme qui permet, en fait, de mettre tous les universités, en fait, dans l'IA. À chaque université, on donne un ambassadeur et un adjoint. Et on essaie de créer, de mettre des événements, de créer des événements où on parle de l'IA, on parle de beaucoup de domaines, pour ainsi inciter, en fait, les jeunes à entrer dans l'IA. Parce que même beaucoup de gens ont peur, ils disent que non, il n'y a pas de travail, c'est un peu complexe. Alors que c'est pas le cas, avec juste de l'aide, avec Et de la compréhension ouais, aussi. un mentorat aussi, c'est carrément crucial. Ça a été crucial pour moi, en fait, un mentorat sur Gaussian AI avec des gens, en fait, qui sont déjà dans le domaine, qui m'ont beaucoup aidé, en fait, à entrer dans le domaine et Avoir aussi de l'expertise. ouais, un peu d'expertise. Et donc, à part les universités, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent intégrer? Par exemple, moi, si je voulais intégrer, si je ne suis pas forcément membre d'une université, mais intéressant, quelles sont les conditions, par exemple, pour... Bon, il n'y a aucune condition, on vient, il n'y a aucune condition, en fait. On est là, on essaie de vulgariser l'IA au Sénégal. Donc, toute personne qui est intéressée par l'IA, toute personne qui veut apprendre, toute personne qui veut faire quoi que ce soit avec l'IA, en fait, cette communauté est, je vous dis que c'est la meilleure place, là où aller. D'accord. Alors, du côté maintenant de la robotique, déjà, est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait maintenant des robots qui soient là, par exemple en train de nettoyer la maison et de faire certaines tâches, en tout cas ménagères? Est-ce que vous seriez à l'aise ou est-ce que pensez-vous que la population sénégalaise ira jusqu'à accepter cela? Bon, je pense que, en fait, ces robots-là, s'ils nous permettent de gagner du temps, par exemple, des tâches ménagères, je me dis que, par exemple, des tâches ménagères, c'est pas des tâches qui sont cruciales. Par exemple, quand on parle de la cuisine, peut-être là, on peut dire non, moi, je vais pas laisser un robot cuisiner parce que je mange quand même. Ça, je vais pas le faire. Mais par exemple, sur des tâches ménagères, peut-être faire le ménage, faire des tâches qui n'affectent pas, en fait, notre santé ou notre bien-être, peut-être. Bon, je sais pas. Je pense qu'en fait, les robots peuvent le faire, en fait. C'est juste en fonction des tâches. Il y a certaines tâches qu'on peut pas donner à des robots. Comme par exemple, on peut pas dire à un robot de diriger une équipe. Par exemple, un robot, en fait, il doit être quelqu'un qui juste fait ce qu'on lui dit. Un robot ne doit pas être le dirigeur et être au devant. Mais pourquoi pas? Peut-être dans le futur, il le sera, hein. Non, je vous dis qu'en fait, les robots ne peuvent pas, en fait, parce que diriger demande un peu d'émotion, d'empathie, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tâches qui demandent ça aussi, l'empathie. Par exemple, pour cuisiner, il faut avoir la main, il faut savoir comment doser. Il y a beaucoup de choses qui demandent des connaissances, peut-être, ou même pas des connaissances, juste peut-être des tactiques et trucs du genre en fait, je me dis pas qu'un robot peut se maîtriser, en fait. C'est un sens, je me dis que les robots ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent nous aider à faire des tâches qui sont répétitives, des tâches, en fait, des tâches qu'on peut juste déléguer
vite fait, comme par exemple rédiger des trucs simples, des lettres, un email. Par exemple, moi, j'écris pas mes En emails. tout cas, des tâches Ouais, administratives. des tâches administratives, mais pas des tâches qui sont, ouais, de l'ordre. Pourtant, au Japon, on voit maintenant des robots qui sont là en train de nettoyer et autres, hein. Ouais, On en voit. nettoyer aussi. Et puis, on voit aussi des maisons connectées qui sont pour le moment en prototype. Comme par exemple, je dois aller travailler. Je sors de la maison, mais avant de partir, par exemple, je mets, par exemple, une marmite de légumes à cuire et que à distance, dès que c'est cuit, je pourrais le savoir à travers cette maison connectée avec le système mis en place et je pourrais éteindre le gaz aussi à distance pour pas que, comment dire, pour pas que genre la nourriture soit trop cuite. Autrement dit, je pourrais faire ce que j'ai à faire, mais hors de la maison. Bon. Ce Ouais. qu'on appelle une maison connectée. Ouais, les maisons connectées. Moi, je connais les maisons connectées, mais j'étais pas au courant de ça. Donc Cuisiner en ligne. Cuisiner ça, en ligne, en fait, ça, c'est cuisiner en ligne. non pas cuisiner en ligne. Donc c'était un reportage sur Tech 24 sur France 24. Donc en fait, en sortant de la maison, par exemple, tu peux être pressé. Par exemple, si par exemple tu mets du riz et que tu peux pas attendre que le riz cuise, tu vas le mettre sur le gaz, ok? Mais tu vas faire en sorte de régler en sorte que dès que c'est cuit, il te sera mis au courant que c'est cuit et tu vas appuyer sur un bouton qui va éteindre le Ouais, gaz. c'est intéressant. Vous voyez? Ouais. Donc, en tout cas, espérons que ça arrive bientôt aussi parce que je pense que ça aidera beaucoup nos mamans et les femmes entrepreneurs. Franchement, j'aime pas quand Léa touche, en fait, à tout ce qui est cuisine, quoi. Moi, j'aime beaucoup manger, du coup. Je me dis que Léa, donner notre cuisine là à Léa. Il faudrait donc que, comment dire, qu'une personne en tout cas soit là. Ouais, ça. Mais si quand même la personne donne toutes les informations données, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Mais quand même, ça sera mal imaginé par les Sénégalais Ouais. qui aiment le tchéboujen. Ouais, par exemple, est-ce qu'un robot peut faire carrément du tchéboujen? Même si tu dis ce qu'il faut acheter, à combien il doit bouillir, tous les détails. Moi, je vous dis qu'il ne pourra pas faire un tchéboujen que ma mère a fait hier peut-être, que j'ai mangé, et que j'ai beaucoup aimé. Je vous dis que le robot, en fait, ne peut pas faire ça, en fait. C'est pas, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Bon. Mais moi, en fait, je suis une personne, mais j'arrive pas à comprendre. Des fois, je suis dans la cuisine, je vois, ils font des choses, je me dis, en fait, c'est quoi carrément les règles? Il y a pas carrément de règles prédéfinies, des fois, en fait. Et c'est ça qui pose un problème. D'accord. Alors, comment voyez-vous l'avenir de ChatGPT dans l'intégration du quotidien des humains, des êtres humains, et aussi de l'avenir de l'intelligence artificielle? Bon, je pense que si ChatGPT, en fait, devient réglementé, en fait, est réglementé et essayer de prendre les questions éthiques et sociales et ainsi, en fait. Comme je disais, ChatGPT va permettre de gagner en productivité sur vraiment beaucoup de choses. Ça peut aider sur beaucoup de choses, ça peut aider à la compréhension du complexe dans l'éducation, ça peut aider dans beaucoup de choses. Et aussi, en fait, quand on parle généralement de l'IA, en fait, l'avenir de l'IA, c'est carrément, en fait, déjà, par exemple, si on parle du Sénégal, et au Sénégal, en fait, il est un peu difficile, en fait, à l'IA de s'implanter parce que déjà, il y a des barrières linguistiques, il y a beaucoup d'analphabètes, il y a carrément une inégalité de l'accès. Parce que, par exemple, nous, on parle de ChatGPT, peut-être, au Sénégal, les gens qui connaissent ChatGPT, à Dakar, ça peut être très nombreux, mais en fait, dans les régions, les gens ne connaissent pas. Du coup, c'est pas encore accessible. Moi, je vous dis que l'IA peut être plus accessible, en fait, ici en Afrique. Aussi, pourquoi pas créer des IA, en fait, qui parlent nos langues nationales. Et ça, je pense que c'est votre devoir. Ouais. Sur Gassen IA, on travaille sur ça. Il y a même un de mes amis, Jim, qui avait créé, cet ambassadeur de modèles qui parlent Wolof et tout ça. Donc, en fait, c'est carrément quelque chose qui est en marche. Et je me dis que c'est ça l'avenir, en fait, de l'IA, par exemple, au Sénégal. Des IA qui sont accessibles pour tous, à tous, sans inégalité et ainsi de suite. Et aussi, il faut dire que l'IA est carrément dans notre quotidien. Ouais. Si on donne des exemples concrets avec nos téléphones portables, j'en ai pas parlé avec Siri sur iPhone. Vous leur donnez des ordres avec la reconnaissance vocale et ils font ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment, en fait, intégré dans notre quotidien, mais en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas. Voilà. C'est sûr. Donc, merci, cher Ahmed Tidjandien, Merci. d'avoir eu à débattre nous sur ce thème. Aujourd'hui, c'était la rubrique tech avec le thème l'essor de l'intelligence artificielle
et les controverses de ChatGPT. Nous avions eu cher Ahmed Tidiane, qui est développeur en intelligence artificielle et cofondateur de Semo Coach. Alors, avant quand même de nous quitter, Semo Coach, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que, cette entreprise utilise aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir mener à bien son activité? Bon, Semo Coach, c'est juste une application mobile, en fait, qui permet, en fait, de rendre le sport accessible, et ainsi combattre les maladies qui sont liées à la sédentarité. Parce qu'il faut savoir, en fait, en 2021, au Sénégal, les 33% des décès sont dus à des maladies qui ne sont pas transmissibles, c'est-à-dire le diabète, les maladies cardiovasculaires et autres. Et ces maladies-là, en fait, c'est des maladies dont le sport, en fait, est le meilleur médicament pour la prévention, pour la guérison et tout ça. Et donc, en fait, avec Semo Coach, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est d'améliorer l'espérance de vie des Africains à travers le sport. Et nous croyons vraiment que c'est possible. Et en fait, si on utilise l'IA, en fait, au début, on utilisait l'IA avec un chatbot qui propose des programmes d'entraînement et des programmes nutritionnels qui sont basés au contexte local. Mais là, en fait, après une étude de marché, on s'est dit qu'on peut pas démarrer avec l'IA. On peut venir juste démarrer avec l'IA. Du coup, en fait, pour notre première version qui sort le 20, on démarre avec les clubs de fitness locaux. Je sais pas si tu les connais. Les clubs de fitness qui sont dans les rues. Ah, d'accord. En fait, on démarre avec eux, avec l'application mobile. Par exemple, les gens auront accès, en fait, pourront voir les clubs de fitness et ainsi les rejoindre, voir les séances, voir quels sont les clubs les plus proches, essayer d'entrer dans ces clubs. Parce que je vous dis qu'en fait, ces coachs-là, c'est pas des coachs, c'est des médecins. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment important. Ils prennent des gens, en fait, qui ne font pas du tout du sport. Et ils les font faire du sport 2 ou 3 fois par semaine. Et c'est carrément extraordinaire pour leur santé. Hier seulement, j'étais à un fitness show. Il y a un coach qui disait qu'il a guéri même là-bas des gens qui avaient des AVC, des gens qui étaient quand même très diabétiques, il les a guéris là-bas, en fait, juste en faisant du sport. Avec le sport, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le sport est vraiment incroyable, en fait. Tout ce qui s'agit de combattre ces maladies-là, en fait, ces maladies non transmissibles qui sont vraiment nombreuses au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on est allé à un stade où même les gens pensent qu'en fait, une personne âgée qui a le diabète, c'est normal. Alors que c'est pas du tout normal. En fait, et le sport peut carrément éradiquer ça. C'est pour ça, en fait, nous avons pensé à créer Semo Coach, dont la principale mission, c'est ça. Ainsi, en fait, combattre les maladies qui sont liées à la sédentarité et ainsi créer une nation qui est active et une nation qui est en bonne santé. Et augmenter également l'espérance de vie des Sénégalais qui ne pensent qu'à manger du tchèp. Alors, je vais faire le résumé du thème, l'essor de l'intelligence artificielle et les controverses de ChatGPT. Alors déjà, nous avions parlé des différents types, principaux domaines d'application de l'intelligence artificielle. Vous aviez parlé du machine learning, le computer vision, qui est un système qui reconnaît les visages en quelque sorte. Les objets aussi. Et en parlant d'objets comme les systèmes de sécurité. D'accord. Il y a aussi le NLP qui permet un tout petit peu de comprendre les langages et autres. Et il y a aussi la robotique. Et vous aviez aussi parlé les génératifs d'intelligence artificielle qui composent comme l'exemple de ChatGPT, à savoir qu'il n'y a pas que ChatGPT comme intelligence artificielle, hein, il y en a plusieurs. Même au niveau de Snapchat, il y en a un qui s'appelle MyAI, qui est quand même très empathique par rapport à ChatGPT, je dirais. Et il faut aussi dire que les controverses de l'utilisation de ChatGPT, on en a parlé tout au long. ChatGPT obéit à ce que vous lui dites. Elle interagit avec vous aussi selon la personne ou la fonction que vous lui donnez, mais tout ce qu'elle génère n'est pas tout à fait fiable, ou je veux dire est fiable mais n'est pas sûr, parce que simplement, si par exemple c'est un exemple par exemple de rédaction en philosophie, elle va vous amener une rédaction tout bien détaillée, cohérente, mais elle ne précisera pas les citations. Donc, les élèves étudiants qui pensent que ça va être très facile de réussir en philosophie au lieu de comprendre, ça peut vous stopper. Et aussi tout ce qui est plagiat, parce que par exemple, les étudiants qui écrivent les soutenances et les mémoires de plusieurs pages, ils vont faire des recherches sur Internet. Ils vont vous amener des textes. Mais ces textes, ils vont pas amener déjà la référence. Et ce sera peut-être des textes copiés, par exemple, chez quelqu'un d'autre qui a déjà écrit. Et ça vous amènera des problèmes. Et aussi les risques d'abus et de manipulation, on l'a dit avec l'exemple de la photographie, avec ces gens mal intentionnés qui non seulement en fait vont dévoyer la mission de l'intelligence artificielle qui est là pour aider les gens,
et vont faire en sorte en fait qu'ils vont amener un mal-être et aussi une insécurité au niveau des utilisateurs, ce qui pousse aussi à une responsabilité et aussi une sensibilisation au niveau du public pour l'utilisation de ces outils. Alors, ChatGPT, l'intelligence artificielle a beaucoup d'inconvénients quand même, mais elle a aussi des opportunités comme d'être informée à temps réel, de pouvoir mettre en place des outils qui vont faire évoluer la population, le vécu ou même le quotidien des personnes, notamment avec votre application mobile Somo Coach, qui est quand même en train de faire d'abord une mission, on va dire, de promotion du sport avec comme objectif d'augmenter l'espérance de vie des citoyens sénégalais et aussi de changement de mentalité par rapport au sport. J'espère qu'il y a quand même pas mal de filles qui sont présentes. J'essaierai de m'y joindre. Alors, merci encore à Cher Ahmed Tidjandien d'avoir eu à parler de ça. Je rappelle qu'il est développeur en intelligence artificielle et cofondateur de Somo Coach. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous aviez à dire comme dernier mot, comme conseil pour Téléécole et aussi au niveau de l'intelligence artificielle aux jeunes qui nous suivent? Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment beaucoup aimé l'introduction aussi. C'était vraiment très cohérente. Bon, et je dis que Téléécole, c'est vraiment une initiative qui est vraiment à féliciter, parce que c'est vraiment important d'avoir, en fait, ces informations. Voilà, pas que moi, j'ai déjà regardé des émissions de 10h midi, et j'apprends beaucoup, en fait. J'apprends beaucoup dedans, donc c'est vraiment important, et juste, il faut qu'on ait dans ce sens-là, et encore merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, et nous espérons vous revoir très bientôt. Alors, ne nous quittez pas, restez sur la 106.1. Tout de suite, ce sera la rubrique Culture avec la découverte des mangas. 10h midi, 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 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi. Alors, à présent, nous allions commencer avec la rubrique culture sous le thème La passion des mangas au Sénégal, culture, impact et perspective. Et quand je parle des mangas, je ne parle pas du nom de Jola, mais je parle bien sûr d'une culture japonaise. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons deux invités, à savoir Queen Ramsey qui est cosplayer. Bienvenue à Téléécole. Merci. Et nous aurons aussi Madji Gendao qui est membre de l'équipe de coordination de Planète A. Alors, au Sénégal, nous avions tendance à voir les petits regarder ce qu'on appelle familièrement ou en commun Mickey ou dessin animé. Et qu'à un certain âge, quand vous continuez à le regarder, les gens vous disent que vous vous considérez comme un enfant. Et aujourd'hui, nous allions vous montrer quelle est la différence entre dessin animé, manga, bande dessinée et autres. Et comme ça, nous allions parler de la passion des mangas au Sénégal, culture, impact et perspective. Alors, le manga déjà nous provient du Japon. Et nous allions en discuter premièrement avec Queen Ramsey, qui est une cosplayeuse, je vais dire, nationale au Sénégal, qui fait de son mieux pour représenter la culture japonaise. Alors déjà, bienvenue encore à Téléécole. Merci. Et étant une fan de manga, ce que tout le monde voudrait comprendre, qu'est-ce qu'un manga tout d'abord? Déjà, un manga, c'est une bande dessinée japonaise. Si on devait traduire ça peut-être littéralement, ça signifie dessin dérisoire, je crois. Bon. C'est une bande dessinée japonaise. Ça appartient au Japon. D'accord. Et d'habitude, Madjigen, avec les mangas, on est en train de voir que les gens, quand tu regardes l'animation, que tu dis que je suis en train de regarder un manga, ils te disent que non, tu ne regardes pas un manga. Tu peux lire un manga, mais tu ne regardes pas un manga. Et là, il y a la notion animée. Exactement. Donc, manga et animé. Donc, en fait, le manga, c'est le dessin
qui a été réalisé par l'artiste. Et l'animé, c'est le manga qui est animé. C'est-à-dire, c'est l'animation, c'est, on va dire ce qu'on appelle un dessin animé, mais Entre version parenthèses. japonaise. D'accord. Parenthèse. Donc, je pense que maintenant, c'est clair. Et il y a aussi ce qu'on appelle scan dans les mangas. Donc, je pense la possibilité de pouvoir lire les mangas en ligne Ah oui, oui. et qui n'est pas quand même très connu des Sénégalais. Alors, déjà, qu'est-ce qui est la particularité des mangas? Qu'est-ce qui t'a, déjà, comment est-ce que toi tu as fait pour découvrir les mangas? Comment j'ai fait pour découvrir les mangas? Déjà, chez nous, c'est notre père qui nous initie au manga, je vais dire. Depuis petit, je regarde le manga. Il nous gravait par certains animés sur les CD. Après, les autres, on regardait ça à la télé et tout. Il nous a fait découvrir l'amour de ça et voilà. Ça t'a plu? Oui. Et toi, Madjiguène, comment est-ce que tu vois, comment, en fait, les Sénégalais quel aperçu, en fait, est-ce qu'ils ont des mangas? Et est-ce que toi aussi, tu es d'accord avec cet aperçu qui dit, voilà, qui amène des préjugés et autres? J'ai l'impression que la culture manga n'est pas très connue ici au Au Sénégal. Une anecdote, on était parti pour faire un tournage de photos et elle était habillée en cosplay d'un manga particulier et les gens dans la rue vous regardez Ah, c'est vrai. sans savoir que c'est un personnage précis d'un manga. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une petite communauté qui s'y connaît mais que c'est pas encore très grand et très touché. Très touché par la culture sénégalaise. D'accord. D'accord. Alors, je rappelle que le cosplay, c'est juste au fait une façon d'interpréter un personnage. Donc, vous alliez vous habiller en ce personnage. Et cosplay, déjà, le nom, en fait, il provient des États-Unis, mais il a été, on va dire, accaparé par les Japonais, qui veut tout simplement dire d'être habillé de la façon d'un personnage en portant une perruque, ou ce que, en tout cas, le personnage portait. Et toi, Queen Ramsey, comment, en fait, est-ce que tu vis le fait, en fait, d'être cosplay? Par exemple, tu es dans la rue. Est-ce que tu as été discriminé? Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que ça t'a découragé à un moment de représenter cette culture? Non, je dirais pas que ça m'a découragée parce que dans ma tête, je me dis que Naruto, il a subi pire moquerie. Donc, ça va, quoi. On me dit parfois, mais tu es folle. C'est bizarre, en fait. On dit des trucs de chinois à la forêt, ce genre de trucs, quoi. Excusez-moi. Je fais tomber le truc. Voilà, même des otaku, hein. Même des otaku, il y en a qui me traitent de sorcière. Ils me disent que parfois, la couleur de teint, ça va pas. Tu es une fille, tu peux pas faire des cosplays de garçons et tout. Après, dans la rue, il y a aussi des regards pesants, désagréables. Mais bon, je me dis, je fais ce que j'aime, donc faut pas que je fasse attention. C'est ça, c'est ça. Et il faut dire aussi, au fait, que les cosplays, en tout cas, ce que je vois à travers la net et autres, c'est juste une expression de la créativité humaine. Parce que ce n'est pas parce que cette personne dans l'animé, elle était blanche ou autre, pour moi, si je vais faire, et que cette diversité, au fait, ce qui attire les gens le plus, c'est la façon dont on le crée, la façon dont on le présente et aussi la façon dont on le vit. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'otaku et on aimerait aussi bien savoir ce que c'est exactement, cette appellation. Ok, otaku, déjà, c'est un mot japonais. C'est un mot japonais qui désigne une personne qui a tendance à se consacré à une activité d'intérieur. Et vu que la plupart du temps, on est à la maison, en train de soit lire des mangas ou regarder des animés, donc le mot otaku, c'est un mot qui nous définit vraiment. C'est carrément spécifique. Oui, c'est carrément ça. Tu regardes les mangas. Et aussi, tout à l'heure, tu as parlé de Naruto. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'ensemble des mangas quand même que tu as eu à regarder ou à lire? Dans l'ensemble des mangas? D'accord. Déjà, il y a le fait que dans certains mangas, on représente la culture japonaise, les notions d'amitié, la persévérance. Dans les mangas, il y a beaucoup de mangas où on voit un héros qui est peut-être, au début, il est faible, mais au fil du temps, avec la persévérance, en essayant comment je peux dire, en essayant d'aller de l'avant. Okay. Il essaie d'exploiter toutes les possibilités qu'il a, même s'il était faible au début. Il essaie de faire from zero to hero, il essaie de se démarquer avec tout ce qu'il possède, ou sinon essayer d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. Ce genre de truc, déjà, ça te pousse comme par exemple, je faisais un projet à l'université. À un moment, j'étais
je savais plus quoi faire parce que c'était compliqué. J'étais là, je me disais que est-ce que je vais pas le laisser comme ça après peut-être avoir le zéro. Il y a mon oncle qui vient, il me dit qu'est-ce qu'il y a, je lui explique le problème, il me dit tu as regardé Naruto non? Je lui dis oui. Il me dit donc ça va, je vais rien dire. Ah, du coup, j'ai repris ma machine, j'ai continué un truc. Donc ça veut dire que les mangas, ils ont un certain impact. Ils ont un certain impact. Donc déjà quand tu te rappelles peut-être de Naruto, de Rock Lee, qui n'avait peut-être pas le même talent que les autres, mais il a continué à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse être ce qu'il est maintenant. Donc du coup, je pense que je dirais que en gros, les mangas nous permettent de, si on tire le positif du truc, ils nous permettent d'avancer, ils nous permettent de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Oui, et il nous apprend aussi beaucoup de choses sur la vie. Et ce que moi j'ai eu à remarquer sur l'ensemble des mangas, animés et autres, c'est que les Japonais, eux, en fait, ils aiment toujours mettre en avant l'être le plus faible. Ils font toujours en sorte, en fait, que cet être le plus faible, il doit être respecté parce que il n'a pas décidé à naître de cette façon. Et ça, je l'ai vu avec le manga Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent. Alors, cette personne qui, sa mère, vu qu'avec les liens familiaux aussi comme au Sénégal, elle était en train de travailler. Elle était pauvre, elle était en train de travailler et elle donnait cet argent à sa sœur. Et sa sœur, elle était en train de profiter de cela. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Elle était en train de faire beaucoup de travail en même temps et elle est morte ensuite. Et maintenant, il y a son jeune fils, Ken Kaneki, qui est tout seul et qui ne connaît pas la vie et qui a malheureusement hérité de la douceur de sa maman et qui a finalement été mordu par un monstre qu'on appelle une goule voilà. Et dans cette œuvre, il y a une citation qui a été sortie. Il a dit que quand on est dans un monde où on est traité comme un chien, je pense, mieux vaut être alors le chien le plus badass. Et il est devenu une toute autre personne. Donc voilà, la personne timide qui était là, insouciante, tellement gentille, est devenue une autre personne. Et est devenue une personne très dure et très forte. Voilà. Donc les Japonais aiment bien mettre en valeur ces êtres démunis et font en sorte au fait que de rappeler aux gens que tout le monde a un pouvoir. Et ça on le voit aussi dans My Hero Academia qui va bientôt sortir avec sa nouvelle saison. Mais dans Naruto aussi, la particularité, donc je vais essayer de faire le résumé pour que les gens comprennent. Dans Naruto, on est en train de voir que c'est un enfant qui malheureusement ses parents son père était l'Hokage. Donc l'Hokage, si on transmet ça aujourd'hui dans la réalité, on va dire par exemple le président de la République ou le chef de quartier et qui malheureusement ont été pris d'un danger et ce danger était un démon renard, un démon, on va dire. Si vous voulez, vous allez transposer ça en sorcier ou bien une armée de guerre qui vient pour vous combattre. Donc et ce qu'ils ont fait, ils se sont sacrifiés. Ce démon renard les a tués, mais avant qu'ils rendent l'âme, ils ont tout fait pour protéger le village. Ils ont pris ce démon et ils l'ont scellé en Naruto. Et je pense que la marque que vous avez là sur comment dire de Bando, oui. Le Bando, c'est du village de Konoha dans l'œuvre et tout. Et donc ce qui a été très mis en avant, c'est la société. Donc la société, quand vous n'avez rien, ils vont être là à vous discriminer, ils vont être là à vous insulter et tout. Et dans Naruto, quand Naruto est maintenant a grandi jusqu'à sauver le village, c'est comme si la société, les morts du village avaient totalement changé de comportement parce qu'il le laissait seul, il habitait seul. Je rappelle, il a perdu ses parents, il n'a aucun soutien, même des fois pour manger. C'était, je pense, au niveau du village, il y avait quelqu'un qui lui offrait des ramen, qui est une nourriture japonaise, qui lui offrait cela. Et c'est comme ça, en fait, qu'il vivait. Il vivait carrément tout seul. Tous les gens étaient en train de le chasser. Il jouait tout seul. Le traité de monstre aussi. Et quand il a grandi et qu'il a sauvé le village, tout le monde est en train de l'acclamer, le héros du village. Et en parlant aussi de Naruto, est-ce qu'il y a aussi un autre manga phare qui est là, qui est toujours actuel et qui est toujours en train de briller dans la communauté manga? Oui, le manga One Piece, il est toujours d'actualité. Ça a commencé, je pense, avant Naruto, je crois. Ça date un peu. C'est toujours en cours, c'est pas encore fini. Mais il y a beaucoup de fans de One Piece. C'est un manga qui est vraiment, vraiment connu. Les gens attendent la fin depuis. Et qui rapporte beaucoup d'argent. Oui, toujours ça. Mais adapté sur Netflix.
Oui, il faut rappeler que One Piece, les mangas, qui, je rappelle, les gens sont en train de dire que ce sont des animés, quand il a été adapté en live action, autrement dit, des personnes l'ont interprété, des personnes en chair humaine, ils ont dépassé, je pense, le nombre de vues sur l'ensemble des films de Netflix, et ce n'était qu'en 7 ou 8 épisodes, hein. Et franchement, les personnages qui sont très bien. Et là encore, je vais dire que les Japonais aiment aussi mettre en avant la culture de l'autre. Donc au Sénégal, peut-être on a un tout petit peu ce problème, mais dans One Piece, on est en train de découvrir toutes sortes de cultures, toutes sortes aussi de découvertes. Je pense que si je me trompe pas, le fameux samouraï Yasuke était aussi représenté. Et dans One Piece, en fait, il y a pas mal d'endroits qui existent, au fait, dans la réalité. Qui en existent. Ça aussi, on en a vu dans l'attaque des Titans avec, voilà, Shingeki no Kyojin, avec leur histoire où ils ont mis en avant la culture allemande. Oui. Donc, dans One Piece, en fait, on retrouve vraiment toutes sortes de personnages, toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes de contes. Et ça, c'est vraiment ce qui, comment on dit, diversifie et fait aimer le manga. Mais aussi, parlons de Dragon Ball. Et rappelons aussi que Dragon Ball, c'était depuis 93, le fameux Kamehameha que l'on était en train de faire quand on était à l'école ou qu'on jouait avec les jeunes. Dragon Ball est vraiment un manga phare. Et je rappelle aussi que l'auteur Akira Toriyama est décédé malheureusement cette année-ci, franchement, et je vais dire en fait qu'il a fait un très gros travail niveau comment dire, le fait de l'expansion du manga, il a vraiment joué un rôle. Il a eu à former beaucoup de mangaka. D'accord. Et même je pense il y a pas mal d'assistants manga qui ont eu aussi à mettre en place d'autres mangas qui sont aussi célèbres, comme je pense Fairy Tail et autres, ils sont passés. Même le mangaka de Naruto, il était aussi l'assistant de Akira Toriyama. Même pour Oda, le mangaka de One Piece. Oui, il les a tous formés. D'accord. Alors, après parler de ça, concernant aussi les openings et les endings des mangas. Donc, opening, je vais dire, c'est juste le générique de début d'un manga ou d'un film. C'est juste la musique qui passe avant. Ending, la fin, c'est la fin qui va passer, la musique qui va passer à la fin de l'épisode. Alors, Queen Ramsey, quel est l'impact des openings et des endings au Japon par rapport aux autres films ou dessins animés? Déjà, je dirais que les openings et les endings ont tendance à être, je sais pas comment dire. Parfois, ce sont des bangers, je sais pas comment dire ça en français, parce que déjà la musique, les instruments, déjà c'est dope. Les paroles, même si nous on ne comprend pas la majeure partie des paroles, mais déjà la musique elle est entraînante, même si peut-être ça parle de tristesse et tout. On ne voit peut-être pas la tristesse à cause du type de musique, d'instruments qu'ils utilisent plutôt. Mais comme pour le Shingeki no Kyojin, il y a un de leurs openings. Ils ont littéralement fait un concert avec l'orchestre, le chanteur et tout. C'était un orchestre entier. C'était trop bien. Et même pas ça, avec aussi les films d'animation. Je rappelle que à part les bandes dessinées, il y a, avec les animés, il y a aussi ce qu'on appelle les films d'animation. Ce sont des films comme les films Marvel et autres, d'1 heure de temps ou des fois 2 heures de temps, qui vont aussi raconter une histoire, mais avec des personnages animés. Et là, je vais citer le fameux Your Name quand même, qui a eu un très grand impact, pas qu'au Japon, mais aussi dans le monde. Et on avait vu aussi que il y avait aussi des concerts sur ça. On a vu des gens, comme les gens ici, dans les concerts de VJ, ils achètent des tickets. Là-bas aussi, on achète des tickets que pour écouter la musique interprétée dans ces dessins animés. Alors dans les mangas on en voit plusieurs types. Il y a des mangas de filles, il y a des mangas de garçons et tout. Et on aimerait aussi savoir un tout petit peu les types de mangas. Ok, déjà il y en a beaucoup. Il y a les shonen, il y a les seinen, les shoujo. Pour les shonen c'est plus aventure, c'est plus pour les jeunes garçons, mais même les adultes ils regardent parce que c'est plus côté aventure, combat, de vie. Les seinen aussi c'est presque la même chose, mais c'est plus adulte parce qu'il y a des trucs que l'on montre au niveau dans les seinen qu'on ne pourrait pas montrer au niveau des shonen parce que
peut-être pour heurter un peu éviter d'heurter la sensibilité des enfants. Il y a aussi le shoujo, c'est carrément pour les filles, mais on n'empêche il y a les garçons qui regardent ça parce que parfois on y aborde des thèmes qui sont vraiment passionnants. À part les shoujo, seinen, shonen, je pense qu'il y a aussi d'autres genres. Il y a aussi les slice of life, les isekai, là où des gens qui peut-être sont dans le monde moderne et qui se réincarnent dans un autre monde, comme Re:Zero par exemple. Tokyo Revenger. Ou Tokyo Revenger, oui. En toute théorie, parce qu'ils retournent dans le passé plutôt que d'aller dans un autre univers. D'accord. Mais il y a beaucoup de types de mangas. D'accord. Et je pense que les plus regardés, ce sont les shonen. Les shonen, oui, les seinen et les shoujo aussi. Les shonen, ce sont les Naruto, One Piece, ce genre de trucs. Pour les seinen, il y a Berserk, qui est aussi très, très réputé. Il y en a beaucoup. Même My Hero Academia, je pense qu'on le classe dans le shonen aussi. Et c'est un anime qui est vraiment phare en ce moment. Comme Demon Slayer aussi. Donc, shonen, seinen et shoujo. La différence, c'est quoi, en fait? Comment est-ce qu'on pourrait dire? La différence, je pense que ce sont les thèmes abordés. Parce que dans les shoujo, on est plus un peu romance, magical girl, ce genre de trucs. Okay? Féerique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans les shonen, on est plus peut-être dans les combats, les aventures, ce genre de trucs. Mais c'est même dans les scènes. Ça, Et dans les shoujo? Shoujo, oui, ce sont plus les mangas pour les filles. Les filles, d'accord. Alors, on voit que la culture japonaise, les mangas ne sont pas très présents au Sénégal. Est-ce qu'il y a un espace où ces jeunes qui sont passionnés de cela peuvent se retrouver, même si c'est une fois par année, ou est-ce qu'ils ont quelque chose de dédié là-dessus? Ah oui, comme le festival Matsuri qu'organise le Planète A. C'est l'occasion pour les otaku de se rassembler, de discuter, d'avoir des débats sur certains sujets et tout. C'est vraiment trop bien. D'accord. Alors Planète A, on organise déjà depuis combien de temps? Alors Planète A a été initiée en 2018 par Futurcom, une agence de communication. Géré par un jeune entrepreneur qui s'appelle Mohamed Koulibaly, qui est passionné de manga aussi depuis petit. Et donc, il a initié ce festival. Tout d'abord, il a initié au Mali, au Canada, et il a fait une édition ici au Sénégal. Donc là, on fera le 25 mai 2024 à la place du souvenir africain pour la 4e édition de ce festival. C'est Matsuri Planète A. Matsuri, ça veut dire festival en japonais. D'accord. Et quel genre d'activité est-ce qu'il y aura là-bas, à part les cosplays, bien sûr? Donc, déjà, il y aura une salle qui sera dédiée au gaming. Donc, tous les passionnés de gaming du Sénégal sont invités et seront là. Donc, il y aura des tournois également de e-sport et de jeux vidéo. Oui. J'ai vu Tekken, j'ai vu FIFA, Naruto Storm. Et avec des prix, des cash prizes et des lots à gagner. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et aussi, c'est comme elle dit, c'est, non seulement il y a les passionnés de manga et d'anime qui seront là, il y aura aussi les passionnés justement de e-sport et de jeux vidéo, et tous les passionnés de la culture japonaise, parce que c'est en collaboration avec l'ambassade du Japon. Oui, d'accord. C'est les Kao Motors. Donc, voilà. D'accord. Alors, depuis que vous organisez ces festivals, est-ce que vous n'aviez pas eu des difficultés par rapport à la communication? Déjà, pour regrouper ces jeunes, pour leur faire passer l'information, leur informer qu'il y a ici un espace pour vous, où personne ne vous jugera. Donc, est-ce que vous aviez eu des difficultés par rapport à l'organisation déjà, à la recherche de partenaires et aussi au regroupement? Comment ça a commencé déjà? C'était une impulsion commune par rapport au mot Koulibaly, qui est quand même quelqu'un qui s'y connaît en événementiel. Donc, il a quand même de l'expérience en événementiel, mais pas dans le domaine du festival Planète A. D'accord. Les premières années, je pense c'était un peu plus familial avec la communauté, justement, le club japonais les a contactés, ou le club japonais du César. Oui, c'est un groupe de personnes qui se connaissent, donc ils ont la même passion, donc il est même naturellement entré en contact avec eux. Et donc c'était
c'était pas vraiment difficile par rapport à ça. Mais, en fait, avec le temps, on se rend compte que l'ampleur le festival prend de plus en plus d'ampleur. Et il y a de plus en plus de visiteurs. Et donc, et les partenaires, justement, sont de plus en plus exigeants par rapport à la structure. Donc, ça reste familial, mais ça reste quand même, ça reste Élargi. élargi, exactement. Donc, on attend plus de 2000 personnes normalement. D'accord. J'y passerai alors. Et j'espère qu'il y aura aussi de la culture, de la gastronomie japonaise. Ah oui. Oui. Avec les fameux sushis, je pense, les ramen et autres. Il y a plusieurs restaurants qui sont sur place, pas juste japonais. Bon, on a le restaurant Taiyo, qui est un nouveau restaurant qui est un jeune Sénégalais et un Japonais qui se sont alliés. D'accord. Ils sont sur place. L'année dernière, on avait l'ambassadeur du Japon qui avait fait une démonstration culinaire. Ah oui, il avait fait des takoyaki. C'est ça. Exactement. Et il y aura d'autres restaurants. Je pense qu'on va bien manger. Super alors. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de jeux vidéo, qu'il y aura des trucs et autres. Et donc, je vois aussi que vous êtes en train de promouvoir la technologie. Et dans les affiches, j'ai vu avoir ce qu'on appelle dans le fameux manga Sword Art Online, SAO, le gear. Alors, je sais pas si vous maîtrisez cela, vous. Oui, Bon, j'ai pas regardé aussi. Comment est-ce que déjà la sensation qu'on a quand on les met et qu'est-ce que l'on découvre? Vous parlez des casques là. Des casques voilà, plus. mais Enfin, voilà, voilà, mais Ah, dans les réalité mangas, virtuelle. voilà, c'est ça. Ah, ok, bon, j'ai jamais mis un. Donc, c'est vrai que c'est présent depuis quelques temps dans le monde, hein. Et je pense qu'ici, c'est récemment que les gens découvrent et les gens ne connaissent pas forcément la réalité virtuelle ou augmentée. Et honnêtement, quand on met le casque, on est plongé dans un autre monde, un monde virtuel bien sûr. Et on peut jouer à des jeux vidéo. Il y en a qui font du sport avec ça. Sans faire d'efforts. Mais si j'ai vu qu'il y avait un nouveau concept où les gens s'habillent en salle dans une salle de sport avec chacun avec leurs lunettes et ils font des exercices et tout, mais ils sont dans un autre monde, dans un monde féerique ou un monde qui n'existe pas et tout. Qui ne va pas te faire transpirer. Normalement. En tout cas, les casques gear, donc, on avait vu ça dans le manga Sword Art Online. Je sais pas si tu avais regardé ça. Non. Donc, dans lequel, en fait, c'était un jeu, je vais quand même résumer parce que je suis une fan quand même. Donc, c'était un jeu où, en fait, il y avait un casque, bon, dans le manga, on appelle ça un casque gear que tu vas mettre ici. Comme elle a dit, c'est un casque de réalité virtuelle qu'il a mis et le personnage principal s'appelait Kirito. Et donc, il l'a mis et finalement, il y est resté. Parce qu'il est il est possible dans la réalité de mettre le casque et ensuite de se déconnecter et d'enlever et d'être à nouveau à la réalité. Et lui, il l'a mis et il n'était pas seul. Il y avait des milliers de personnes dedans. Et dès qu'ils sont entrés, il y a le boss qui est venu pour dire que vous êtes coincé ici. Et maintenant, pour en sortir, il fallait tout simplement gravir, passer des niveaux et autres. Et ce qui était déplorable, c'est que dans le jeu, quand on te tuait vraiment dans la vraie vie. Ok. Vous voyez? Donc c'était très dangereux. Et même moi, à l'époque, j'avais peur parce que c'était en classe de 4e. Je me disais que, est-ce qu'un jour je vais même mettre un casque gear quand même? Donc, voilà. Et donc, dans ce manga, après, Kirito a eu à avoir de l'amour pour une autre fille, qui s'appelle Asuna et tout. Et par la suite, ils ont réussi quand même à sortir du jeu. Je pense que c'était les deux finalistes. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Mais Asuna, elle était dans le coma. L'autre, par contre, quand il s'est réveillé, il avait les cheveux longs, Kirito, qui est un homme, voilà. Et il est sorti comme ça. Et le manga s'est poursuivi comme ça. Après ce jeu, il y avait eu d'autres jeux où là-bas, ils étaient des fées et tout. Mais en tout cas, côté look, côté cosplay, c'est vraiment fourni, hein, franchement. Donc, les casques gear. Donc, pour dire aussi que Planète A véhicule quand même, promouvoit les technologies de l'information et de la communication. Et nous vous incitons à aller découvrir la culture japonaise sous toutes les façons là-bas. Alors, Queen Ramsey, faire un cosplay, je vais dire que ce n'est pas facile. Ah oui, vraiment. Même si on regarde les mangas depuis très longtemps. Quelle est votre particularité à vous cosplayer facilement? Non, je dirais pas que c'est facile parce que c'est déjà compliqué de trouver les tenues parfois. Mais il y a ma cousine qui m'aide beaucoup. Donc, du coup, déjà pour
Par exemple, pour la tenue là, c'était pas compliqué parce qu'il y a Geek and Chic qui vont les tenues Akatsuki et tout. Donc c'était facile. Mais pour les autres cosplays, je suis obligée si je demande à Pop Culture, si le prix est trop cher pour moi que je peux pas payer, je suis obligée d'aller voir des tissus qui ont le même aspect, mais qui coûtent pas cher. Trouver un tailleur avec un prix raisonnable aussi, faire ça. Et j'espère que le tailleur ne va pas fuir en voyant les modèles. Ah, non, mais non, il a l'habitude. Au début, c'était compliqué, mais il a fini par avoir l'habitude. D'accord, super. Alors, donc, il y a des espaces dédiés qui vendent ces tenues, Oui. autrement dit Geek and Chic, Pop Culture et autres. Alors, aujourd'hui, vous êtes habillé en qui? Itachi. En Itachi Uchiwa. Donc, Itachi qui provient encore du roman de Naruto. Naruto, oui. D'accord, super. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces personnes aujourd'hui qui sont en train de se moquer de vous en vous disant que tu ressembles à un Mickey, comme les Sénégalais ont tendance à dire, face au manga que vous êtes en train de regarder? Comment est-ce que vous essayez de les convaincre à regarder cela? J'avoue qu'au début, j'essayais peut-être de les convaincre, mais à un moment donné, tu te rends compte que ces personnes n'essaieront jamais de regarder ça parce que dans leur tête, c'est pour les enfants. C'est chinois, alors que c'est japonais. Ils disent que c'est chinois en plus. Du coup, ils pensent que on perd notre temps à regarder les mangas. Donc, du coup, ils disent qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour ça. Donc, du coup, après, si on te dit, c'est truc de Mickey là, d'accord, c'est Mickey, pas de problème. De toute façon, je regarde. Alors, d'accord, vous, pour Madigen, qu'est-ce que les mangas ont apporté de plus par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Et quel est peut-être le manga qui vous a le plus marqué? Pour commencer, déjà, j'ai grandi en regardant la chaîne manga. D'accord, Mais je suis super. plus de l'ancienne génération, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, les Chevaliers du Zodiac. Je regardais certains mangas de filles, mais qui sont plus d'actualité, comme Sailor Moon. D'accord. Et ce genre, il y a un manga qui m'avait marqué, c'était Ranma 1,5. Et ma sœur et moi, par exemple, et même Mo, on est de la même génération, l'organisateur. On connaissait les génériques par cœur, on les chantait, les génériques de début, les génériques de fin. Et comme elle disait, c'est dommage parce qu'il y a certains animés qui sont, en fait, ça a l'air d'être pour des enfants, et on se rend compte que c'est des animés qui ne sont pas en fait pour des enfants. C'est pas pour des enfants, qui racontent l'histoire du Japon, comme par exemple le film Le tombeau des Lucioles, oui. Il y a un classique animé, mais lorsqu'on creuse, on voit que ça parle de la guerre. Et donc une petite fille en fait qui se balade avec son frère, oui. Et leur famille, je ne vais pas spoiler, mais il faut regarder ce film, vous allez voir, c'est pas forcément des métiers pour des enfants, c'est comme ça que la culture japonaise traduit son art en fait, à travers donc, à part au fait de faire en sorte de, comment dire, de mettre en avant les personnes les plus diminuées, les personnes timides qui ne savent pas faire beaucoup de choses, les Japonais aussi, au fait, ils aiment aussi bien aussi retracer l'histoire, mais d'une autre façon. Et dans le tombeau des Lucioles, on a vu ça. On a vu comment est-ce que la guerre était difficile, très difficile à vivre, surtout pour les enfants, donc ces deux enfants, et comment il a fait aussi pour perdre sa petite sœur quand même. C'était très très difficile, et en tout cas vous alliez pleurer. Vous alliez pleurer. Pour ceux qui ont le cœur dur, allez-y le regarder. Mais vous aviez aussi parlé voilà, du fait que des fois on dit au fait que c'est un dessin animé, mais en fait c'est pas un dessin animé ce n'est pas dédié aux enfants. Et là je vais citer le manga Full Metal Alchemist Brotherhood, qui, moi, dès que je l'ai regardé, je suis allée à la bibliothèque et j'ai trouvé un livre sur l'alchimie, où il y avait le cercle, où il y avait les triangles et tout. Et je m'étais même dit que j'allais faire l'expérience. Alors, dans Full Metal Alchemist Brotherhood, pour ceux qui ne savent pas, l'alchimie, déjà, en fait, c'est un concept, en fait, qui permet de créer une autre personne. Et donc, juste pour dire en fait que les mangas, ça renforce la culture générale, je savais pas que ça existait, j'ai vu le livre. Dans le livre, les mêmes choses qui étaient dans le manga, c'était carrément là-dessus. Il y avait aussi des trucs, je vais dire machiavéliques et tout ça. Il y avait même mon professeur de sciences physiques après qui disait que oui, ces trucs-là existent, mais ce sont des pratiques vraiment à ne pas faire. Mais dans le manga, en fait, on a aimé, mais on a su aussi que c'était dangereux et que il y a quand même eu une leçon très importante. Il faut toujours croire en soi et croire aussi, comment dire,
à ceux qui nous ont tout autour et ne jamais nous abandonner avec le personnage d'Edward Elric avec son frère. Voilà, un manga qu'on a beaucoup aimé. Et tout à l'heure, vous aviez cité Saint Seiya The Lost Canvas, les Chevaliers du Zodiaque. Alors là, c'est vraiment de l'ancienne génération. Ça, c'est vrai. Moi, ça, j'aime jusqu'à présent le générique de fin. Oui. Et donc là-bas, je vais quand même vous laisser raconter le résumé, si vous en avez. Alors le résumé, c'est trois amis qui malheureusement ne vont plus être amis à cause de leur destin. Et dans la légende, il y a Athéna, il y a Hadès, il y a aussi le chevalier Pégase qui est là. Et donc, depuis tout petit, ces trois, ils étaient ensemble. Ils avaient même mis un petit bracelet là, qu'ils nouaient tout le temps et qu'ils avaient avec eux. Mais qui par la suite, selon leur destin, l'autre était Hadès. Et Hadès, quand on en entend parler, c'est le maître de l'enfer, en quelque sorte. Et Athéna, elle, c'était du paradis. Et Pégase, lui, c'était plutôt celui qui devait protéger Athéna. Voilà, protéger Athéna. Ce qui a fait, en fait, que ça a été une amitié détruite et l'un devait tuer l'autre en oubliant carrément, leur amitié et ça a fait très mal. Juste pour dire que dans la vie, parfois, il faut piétiner de l'herbe pour pouvoir construire, voilà. Comme on dit, pouvoir construire des champs. Bref. Je pense que c'est même pas de ma génération. En moi, c'est bien avant. Je pense que c'est ça fait très, regardé, hein. Voilà. Donc, ça fait très longtemps, franchement. Alors, Queen Ramsey, pour quelqu'un, qui n'aime pas les mangas, pour le convaincre, par exemple, quel manga est-ce que tu lui conseillerais en premier de regarder pour qu'il, morde à la part? Ok. Déjà, s'il a de la patience et tout, je lui conseillerais déjà de regarder Naruto, parce que on sait tous que c'est une légende. Sinon, au pire, je lui dis de regarder peut-être, s'il aime l'action, je lui dirais peut-être de regarder Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, c'est un bon anime, ou Shingeki no Kyojin. Déjà, ça, Attaque des Titans, déjà, si tu regardes ça, au moins tu pourras avoir, un manga très réel, hein. Voilà, tu pourras te dire que, voilà, ça, c'est pas pour les enfants, en fait. Ils ont raison. C'est pas, les mangas, c'est pas juste pour les enfants. Parce que les thèmes abordés dans Shingeki no Kyojin, c'est un peu complexe. Déjà, je lui conseille de regarder Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, Naruto, et Full Metal Alchemist aussi. Et Death Note aussi, pourquoi pas? Death Note, oui. Death Note, Death Note, c'est plutôt un manga d'enquête. Oui, c'est ça. Mais dans laquelle le personnage a fait beaucoup preuve d'intelligence. Et d'habitude, dans les mangas, c'est beaucoup plus combat et autres. Oui. Mais là, quand même, la personne va être posée et réfléchir. Donc, c'est le meilleur atout. Donc, dans Death Note, avec le fameux livre de la mort. Oui. Death Note, dans lequel on écrit ton nom et tu meurs. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, comment est-ce que les mangas, aujourd'hui, influencent-ils la culture sénégalaise ou est-ce qu'elle l'influence vraiment ici au Sénégal? J'ai l'impression que c'est très répandu. Voilà, je pense que ça reste. C'est juste peut-être au niveau de certains auteurs. Quand même. Voilà, oui, ça a beaucoup évolué par rapport à quand j'étais petite. Il y avait pas beaucoup de fans d'anime. Je rappelle qu'à un certain moment donné, j'étais obligée d'arrêter de regarder des animes parce que la maison où j'étais, oui, ils regardaient pas d'anime. Dès que je mets sur Game One pour regarder Naruto, ils changeent ça direct, ils me disent, c'est moche en plus, tu regardes ça. Après, durant ces quelques années, j'ai dû arrêter parce que je me sentais pas vraiment à l'aise, parce que j'étais pas à l'aise de regarder des animes alors qu'on me critiquait tout le temps à cause de ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai vu, lorsque j'étais en première, vers 2017, 2016, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fans d'anime maintenant, je me suis dit. Sauf qu'ils ne se prononcent pas. Ouais, c'est ça, surtout ça. On est là, en cachette, on regarde. On reste dans son coin. C'est ça. Et d'habitude, en fait, c'est ce qu'on dit. On dit que les personnes qui regardent les mangas ou les ils restent toujours dans leur place. Ils parlent pas trop avec les gens. C'est ça. Adina de Flen Sapi et tout. Non, Ils sont c'est dans pas un ça. autre monde. Alors que ces personnes, quand même, réalisent pas mal de choses et voient aussi les choses d'une autre façon. Oui. Alors, dans les mangas, tout à l'heure, on a parlé des différents types. Mais aussi, quand on voit les genres, comme par exemple Death Note, il y a des mangas d'enquête. Oui. Il y a des mangas culinaires. Oui. Faut voir. Faut voir, oui. Il y a des mangas,
Il y a des mangas de sport comme Kuroko Basket. Kuroko Basket, oui. Haikyuu, oui. avec le volleyball. Oui. Il y a aussi le fameux Inazuma Eleven quand même. Ah, oui, quand oui. on regarde tout petit. En fait, tout simplement pour dire que chacun a sa place dedans. Et la façon dont les Japonais vont prendre une chose tellement pris à la légère. Madame, nous sauf les ils vont faire en sorte, avec les pouvoirs, l'imagination débordante qu'ils ont, tu vas aimer. Parce que nous, avec Kuroko Basket, dans notre collège à Immaculée, donc il y avait beaucoup de gens, dès que c'est sorti, ils ont regardé, beaucoup de monde commençait à faire le basket. Beaucoup de monde commençait à faire le basket. Et donc j'imagine aussi avec Food Wars, comment ça a été, les gens certainement se sont intéressés avec ça. Et il y avait aussi un autre manga, bon, dont j'ai oublié le nom, mais dans ce manga, en fait, on était en train de retracer les difficultés que vivent les mangaka pour mettre en place leur œuvre. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup. Oui, je pense que j'en ai entendu parler, mais j'ai oublié le titre. Mais en tout cas, non, Non, ça, c'est pas un nouveau. c'était vers 2015-2016. Ils étaient en train de recadrer ça et de dire en fait que comment dire, le fait d'être mangaka, autrement dit d'écrire des bandes dessinées japonaises et tout, ça rapporte de l'argent, mais qu'au fond il y a des difficultés qui sont là, notamment avec les maisons d'édition qui va l'accepter, avoir des assistants et avoir aussi une difficulté, comment dire, des répercussions physiques. On l'a vu avec l'auteur de comment ça s'appelle encore, Hunter Hunter, oui. Dans lequel c'est un manga avec un monde très vaste, une imagination débordante franchement, mais l'auteur a des problèmes de dos, je sais pas, il est malade, il a les problèmes de santé, voilà. Donc en fait le fait de tout le temps comment dire, se courber et de dessiner, ce n'est pas facile comme eux, et je ne pense pas aujourd'hui avec le thème qu'on a vu, l'intelligence artificielle, c'est possible de transmettre ce qu'on a dans la mémoire pour faire cela. Mais quand même de dire que les mangaka, le manga en fait c'est vraiment une très belle culture, une très belle approche de concept parmi les Japonais, et que c'est carrément répandu dans partout dans le monde. C'est peut-être qu'au Sénégal qu'on ne voit pas ça, mais dans les pays européens et même dans d'autres pays d'Afrique, comme le Gabon, on voit carrément que même les vieux, ils sont en train de regarder ça. Et vous, Madjiguène, qui est dans le domaine de l'organisation avec Planète A, comment est-ce que vous voyez la perspective des organisations d'événements dans le futur, dans un futur proche, aujourd'hui au Sénégal? Ben justement, comme le festival Planète A, on est à la 4e édition, je pense que c'est un festival qui peut prendre de plus en plus d'ampleur. Et justement participer à faire connaître cette culture des mangas, des animés, faire connaître la culture japonaise et rassembler justement les personnes qui sont passionnées et qui partent par ça, et on espère que on aura de plus en plus de partenaires, de partenariats Inch'Allah. avec Inch'Allah, et avec il y a l'ambassade du Japon qui nous soutient quand même, qui est content justement d'avoir ce genre d'initiative. Et qui est un grand fan de Dragon Ball. Oui. L'année dernière, il était déguisé en Dragon Ball et il était très content avec tout ce qui avait été fait. Alors, je pense que Queen Ramsey, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport au manga avant que je finisse? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense que c'est beau. Juste, je sais pas, peut-être aux normies, c'est-à-dire ceux qui ne regardent pas les mangas, d'essayer de lire du moins les mangas, ou bien de regarder des animés, au moins se faire une idée avant de critiquer et de juger le travail des autres, parce que les mangaka ils prennent un temps fou pour réaliser ces œuvres. Donc s'ils ne connaissent pas, il vaudrait mieux qu'ils évitent de critiquer, parce que vraiment après tout, il y a les questions de savoir vivre. Oui, surtout ça. Alors justement, c'est de pas avoir d'a priori, de s'ouvrir à une autre culture. Peut-être au Sénégal aussi, il faut qu'on apprenne aux enfants des jeunes à s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres perspectives également. Et à vivre avec eux, en tout cas. D'accepter la différence des autres, après tout. Alors, pour notre dernière rubrique, c'était la rubrique culture avec comme thème la passion des mangas au Sénégal, culture, impact et perspective, dans lequel nous avions eu comme invité Queen Ramsey qui est cosplayeuse et Madjiguène Ndao qui est membre de l'équipe de coordination de Planète A. Alors à présent, je pense que vous savez ce que c'est qu'un manga. Ce n'est qu'une bande dessinée japonaise. La différence entre un manga et un anime, c'est juste que le manga, c'est la version, on va dire, écrite, dessinée et qui est aussi disponible en scan notamment sur papier mais en ligne.
Et l'animé, ça va être en fait vraiment la version animée où les personnes vont bouger et autres. Et aussi le terme otaku, c'est juste pour désigner les personnes qui sont passionnées de manga et autres. Et que dans les mangas, il y a des genres, il y a des types, il y a aussi des films d'animation. Et les films d'animation, je répète, hein, ils sont très, très, très intéressants. Alors, les genres, elle l'a cité tout à l'heure, les types, il y a ce qu'on appelle les shonen, les shoujo, les seinen, il y en a aussi autres. Et les genres de mangas aussi, autrement dit, il y a des mangas d'enquête, de combat, de cuisine, de sport, il y a carrément tout, en fait. Donc, tout le monde peut y trouver sa place. L'évolution des mangas au Sénégal est un tout petit peu lente, mais elle est un tout petit peu en train de se faire connaître avec Planète A qui est en train de construire un espace où ces jeunes passionnés de cette culture japonaise peuvent s'y retrouver. Et je rappelle que pour l'événement de cette année-ci, c'est dédié à Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, en son hommage, vu qu'il est décédé il y a pas mal de temps et qui a été carrément quelqu'un qui a lancé les mangas partout dans le monde. Donc pour ceux qui seront intéressés, ça sera le 25 mai à la place du souvenir. Et les tickets ne sont vraiment pas très chers, hein, parce que moi-même j'y passerai, et que vous auriez aussi une gastronomie japonaise. Donc pour ceux qui sont gourmands, n'hésitez pas à aller goûter les sushis ou les ramen ou autre chose en tout cas qui s'y trouve. Et de dire aussi que dans les mangas ou dans la communauté manga, il y a ce qu'on appelle les cosplays, qui est le fait de se déguiser en un personnage, comme ce que Queen Ramsey a fait aujourd'hui. Elle est déguisée en Itachi, le frère de Sasuke qui était un camarade de classe de Naruto, donc avec la bande Akatsuki. Donc pour ceux qui voudront y aller regarder, n'hésitez pas. Et de dire vraiment que les mangas sont vraiment très 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 populaires, notamment avec One Piece dont tout le monde est fan, et dont le live action est sorti sur Netflix, et là c'est carrément avec des personnes humaines, hein, des personnes pas animées. Donc pour ceux qui veulent découvrir, n'hésitez pas à y aller, et quand même de dire, comme elle l'a si bien rappelé, de ne pas juger les gens trop sur ce qu'ils aiment, parce qu'il y a des gens qui aiment les Marvel, hein, et autres, les super-héros, les Sam et autres. Donc, ceux qui ont un avis différent ou une passion différente, essayons tout simplement de les accepter comme ils sont et essayons de découvrir leur monde, parce que comme dit plus haut, les mangas apprennent beaucoup de choses, beaucoup de culture générale, notamment avec l'attaque des Titans. Là-bas, ce qui est retracé, c'est carrément ce qui s'est passé durant la guerre mondiale. Donc, les élèves de terminale qui ne comprennent pas le truc du mur de Berlin et autres, quand il y avait les 3 murs là, allez-y regarder Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans, où ils ont retracé cela et ils ont amené vraiment quelque chose de super. Et dans cet animé aussi, il y a une notion philosophique, hein. Un animé qui a été très 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 critiqué, mais qui a quand même été un chef-d'œuvre. Donc pour ceux qui veulent connaître la vie et savoir ce qui les attend, allez-y regarder Naruto quand même, hein. Naruto ou The Lost Canvas. Donc franchement, allez-y. Pour ceux qui sont passionnés d'enquête et autres, ou de faire travailler leur tête, allez-y sur Death Note et autres. Juste pour dire que cette culture est très vaste. Donc comme il y a des fans de Marvel et que vous respectez avec je pense Iron Man et autres, donc respectez aussi les fans de Dragon Ball Z et de Kamehameha. Alors nous sommes à la fin de notre rubrique. Nous vous remercions encore Planète A, représentée par Magic Endao, et aussi Queen Ramsey, qui est une cosplayeuse nationale dont nous sommes tous fans. Téléécole vous remercie et espère vous revoir très bientôt. Alors je rappelle que pour aujourd'hui, nous avions débattu sur 2 rubriques, à savoir la rubrique Tech sur l'essor de l'intelligence artificielle et les controverses de ChatGPT avec Cher Ahmed Tidiane, qui était là tout à l'heure, qui est développeur en intelligence artificielle et cofondateur de Sum Coach. Et également, nous avions débattu sur la rubrique culture avec la passion des mangas au Sénégal, culture, impact et perspective. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains programmes. Ne nous quittez pas et bien sûr, soyez toujours à l'écoute de nos programmes sur la télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative.